Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker. Pour le 24e épisode de Parlons Constitution, on continue notre petite partie sur le pouvoir législatif, petite partie qui sera interrompue par d'autres épisodes sur d'autres sujets, notamment l'épisode prochain sur le gouvernement, mais on y reviendra tout à la fin de cet épisode. Alors cet épisode-là, c'est la question comment choisir les membres des chambres. Comment est-ce qu'on les désigne? Est-ce qu'ils sont choisis par hérédité? Est-ce qu'ils sont nommés? Est-ce qu'ils sont tirés au sort? Est-ce qu'ils sont élus? Comment ils sont élus? C'est cette question-là qu'on va se poser aujourd'hui. Alors la première, c'est donc héritage, nomination, tirage au sort ou élection. D'abord, on va dans le général et ensuite on verra les conditions particulières. Alors premièrement, l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui nous rappelle l'Ancien Régime en France. C'est pour ça que j'ai mis une couronne pour symboliser la royauté, et un roi d'ailleurs triste, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors l'héritage pour moi c'est non. C'est un nom pour le pouvoir législatif, mais c'est un nom général en fait. Non, car ça oblige ceux qui héritent de fonctions à les exercer même s'ils n'en ont pas envie. Comme par exemple ce roi, qui, on le voit, ne semble pas très content d'être ici. En plus de ça, l'héritage c'est aucune légitimité sérieuse, à part une légitimité qu'on peut qualifier de traditionnelle, ou familiale, voire religieuse. Mais ce ne sont pas des légitimités qui me conviennent, et qui conviennent d'ailleurs à notre société actuellement en France. Et pour moi, il y a donc insuffisance de légitimité, et en plus pour les personnes qui héritent, elles n'ont pas le choix. C'est un petit souci pour moi, même un gros souci pour eux, surtout s'ils ne veulent pas finalement exercer leurs fonctions. En plus d'empêcher la renouvelabilité des différentes idées au sein des différentes chambres, et d'autres soucis de ce type. Donc pour moi l'héritage c'est non. Et alors la nomination. La nomination, non plus. Pourquoi? Car les personnes nominées ne sont pas indépendantes de ceux qui les nominent. On le voit bien ici, la personne nomine et l'autre est à ses pieds. C'est peut-être un peu caricaturé, mais généralement les personnes qui nominent nomment au moins des personnes qui les apprécient, et dont ils ont même de l'appréciation bien sûr. Par contre, sur la question de l'indépendance, bon, ça se discute avec l'inamovibilité et le non-renouvellement de mandat, comme c'est le cas actuellement pour le défenseur des droits en France, je ne vais pas détailler. Mais en fait, l'idée de l'inamovibilité, c'est le fait qu'une fois nommée, la personne ne pourra plus être destituée par la personne qui l'a nommée ou remplacée. Il y a également du coup avec cette inamovibilité du défenseur des droits le non-renouvellement de son mandat. Ce qui fait qu'il n'est pas soumis à une quelconque pression du fait de sa nomination, ou de sa renomination, de son renouvellement de mandat possible. La personne qui nomine ne peut pas dire à la personne qui est nominée tu fais ce que je te dis, sinon je ne renouvelle pas ton mandat. Ben non, puisqu'il n'y a pas de renouvellement de mandat. De toute façon, il y a, je l'ai mis en parenthèse après, un certain manque de pluralité. Également un manque de légitimité, puisque la légitimité, c'est une légitimité affaiblie de celle de la personne qui nomine. Et également, on pourrait dire, il y a beaucoup de personnes qui pourraient nominer beaucoup de personnes. Dire 50 personnes, imaginons 50 personnes qui nominent 50 personnes. Ça ferait plus de pluralité. Alors comment on sélectionne ces personnes? Voilà, il y a toujours un manque de légitimité. Ça résoudrait en partie le problème de pluralité. Un peu moins celui d'indépendance, sauf s'il y a une inamovibilité et non renouvellement de mandat. Et donc, pour moi, il faut préférer le tirage au sort ou l'élection. C'est oui pour ces deux types de choix, disons, des membres des chambres. C'est oui car il y a une légitimité démocratique ou aristocratique. Démocratique, ça permet d'être représentatif. Le tirage au sort permet d'être représentatif, s'il n'y a pas en tout cas de démocratie directe, c'est-à-dire décision directement par les personnes gouvernées et non pas via des représentants. Donc légitimité démocratique ou aristocratique, car l'élection permet également de sélectionner les meilleurs. Alors maintenant qu'on a décidé de ça, mais tout le monde était un peu acquis à ces idées de base, et on pourra en discuter beaucoup plus longuement si vous le souhaitez, vous pouvez me le faire en commentaire, pour savoir si en fait la nomination n'aurait pas un intérêt pour la désignation du législateur ou l'héritage. On peut toujours en discuter. Alors maintenant passons aux conditions pour élire, être élu ou tirer au sort du coup. Maintenant qu'on sait qu'il y a possibilité d'élection ou tirage au sort, déjà dans quel cas, puisque je le rappelle il y a 3 chambres, la chambre des sages, l'Assemblée nationale et le conseil scientifique, dont j'ai parlé dans les épisodes précédents, épisode 23 assez en détail, épisode 22 également. Alors pour moi il faut être citoyen actif pour être élu et élire à l'Assemblée nationale et à la chambre des sages. Alors pourquoi l'élection pour l'Assemblée nationale et pour la chambre des sages?
Car là-bas, on y souhaite qui? On y souhaite les meilleurs. À l'Assemblée nationale, les meilleurs pour notamment déterminer la politique de la nation et faire tout de même des bonnes lois, et la Chambre des sages pour les meilleurs dans la discussion, dans l'argumentation, pour essayer de faire ces fameuses lois unanimes, principales ou éminentes, dont j'ai parlé à l'épisode précédent. C'est-à-dire des lois qui sont prises selon la méthode de l'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde doit voter pour. Dans un objectif évidemment de trouver un consensus le plus large, mais ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 23 du coup. Pourquoi élection ici? Car on souhaite les meilleurs. Et alors, pourquoi que les citoyens actifs? Alors j'en ai parlé en fait d'une certaine manière quand j'ai parlé de la citoyenneté, quand j'ai évoqué ces citoyens actifs. Pourquoi? Car on souhaite que seuls ceux qui s'intéressent aux questions politiques puissent participer. Cette vision de la politique, cette vision de la participation politique nécessite qu'on s'y intéresse un minimum. Dans ma vision politique, les personnes ne choisissent pas la tête du client. On choisit selon des affinités politiques, selon, en tout cas, une connaissance minimale et un intérêt pour ces questions. Ce qui permet de différencier les citoyens passifs et les citoyens actifs via la méthode du test de l'intérêt pour le politique, dont j'ai déjà parlé. Mais évidemment, je ne vais pas redéfinir tout ce que j'ai dit avant. Alors peut-être quand même développer un tout petit peu plus. Pourquoi on souhaiterait que ceux qui élisent et ceux qui sont élus, pour être élus et élire à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, pourquoi on souhaiterait que ces personnes s'intéressent aux questions politiques? Eh bien, c'est pour que leur choix, le choix de ces représentants, se fasse par des personnes qui ont quand même une certaine connaissance de la chose publique, des choses politiques, qui ont quand même un certain intérêt, qui s'y sont intéressés, qui s'intéressent, qui s'investissent. Et qui donc, en s'investissant, réfléchissent et participent réellement plutôt qu'être dans le clivage, le clash. Ils s'investissent, ils réfléchissent, du coup, ils ont plus tendance à argumenter, à rechercher, à se questionner, puisqu'ils s'y intéressent réellement, pleinement, et vont fonder leurs opinions sur des arguments, et pourquoi pas, pour ce qui est l'aspect scientifique, sur des faits. Afin de débattre, de discuter, d'émettre leur positionnement philosophique et politique, en toute connaissance de cause, et non pas à la tête du client, à simple impression que tiens, je préfère telle partie ou telle autre partie. Vous voyez l'idée, je pense. Alors sinon, du coup le tirage au sort, à quel moment pour le pouvoir législatif? Eh bien tout simplement pour tirer au sort le conseil scientifique. C'est le conseil scientifique qui est tiré au sort. L'Assemblée nationale et la Chambre des sages sont élus, le conseil scientifique est tiré au sort. Il y a une condition pour être tiré au sort, c'est d'exercer une profession correspondant au domaine scientifique pour lequel vous êtes tiré au sort. Alors pourquoi choisir le tirage au sort ici? On ne veut plus les meilleurs, on ne veut plus que les personnes qui s'intéressent aux questions politiques puissent participer, soient les seuls à participer, puisqu'ils s'intéressent aux choses, ils ont une réelle opinion construite, ça les force à s'intéresser, etc., etc. Non, c'est pas qu'on ne veut plus ça, c'est surtout que le conseil scientifique a surtout, et même c'est son devoir, de se prononcer scientifiquement, et non pas politiquement. Donc on veut une indépendance totale déjà des autres pouvoirs politiques, des partis, et également aucune campagne politique, puisque ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas un sujet politique. Mais alors pourquoi cette condition d'exercer une profession correspondant au domaine scientifique pour lequel vous êtes tiré au sort? Pourquoi faudrait-il exercer une profession correspondant au domaine scientifique pour lequel vous êtes tiré au sort? Bien parce que on veut quand même qu'il y ait des personnes compétentes. On n'a pas l'élection, donc on souhaite pas les meilleurs, mais on veut quand même des personnes compétentes. Et pour ce qui est de ces fameux domaines scientifiques, c'est lesquels déjà? Bien pour rappel, ces domaines scientifiques, ils sont en fait définis par le règlement du conseil scientifique. Mais j'en avais pas parlé, le premier conseil scientifique, comment on fait? Comment on fait pour savoir les domaines scientifiques, le nombre de conseillers scientifiques par domaine? On peut pas le savoir, puisqu'il n'y a pas encore eu de règlement du conseil scientifique. En fait, pour le premier conseil scientifique, les domaines sont établis par décret en conseil des ministres, provisoire, un décret provisoire du gouvernement, dont il y a un contreseing obligatoire, c'est-à-dire que la personne doit signer un contreseing du ministre de la Recherche. C'est logique, ministère de la Recherche va avec domaine scientifique, c'est tout à fait cohérent. Pourquoi provisoire? Parce que le conseil scientifique lui-même devra se charger, une fois tiré au sort, d'établir un règlement. D'établir son règlement, le règlement du conseil scientifique. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, pour le tirage au sort, bon, on voit très bien tous les détails, il n'y a pas trop de problèmes, après c'est des problèmes qui touchent plus à l'organisation, peut-être même à la définition de ce qui est une profession qui correspond à tel domaine scientifique, et ce qui est une profession
qui concerne la science physique, quelle profession concerne la biologie. On va pas rentrer dans ces détails-là. Mais par contre, sur l'élection, bon, c'est bien de savoir que c'est les citoyens actifs qui vont élire et qui peuvent être élus à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, mais ce n'est pas suffisant pour savoir comment ça se passe l'élection, quel est le mode de scrutin, notamment. Mais c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette troisième partie de la vidéo en parlant des modalités de l'élection. Alors pour la Chambre des sages, c'est tout simplement la proportionnelle nationale à la plus forte moyenne. Proportionnelle, c'est la représentation proportionnelle à scrutin de liste, donc des listes nationales, donc des listes nationales, il n'y a qu'une seule circonscription si vous voulez, c'est la nation tout entière, il n'y a qu'une seule liste d'un parti pour toute la France, pour tous les Français, pour tout le pays, pour tous ceux qui vont voter du coup, les citoyens actifs bien sûr, mais pour tout le pays, au niveau national, une seule liste. À la plus forte moyenne, on verra juste après avec un exemple de proportionnelle nationale à la plus forte moyenne, après. Alors pourquoi une proportionnelle? C'est pour représenter le plus fidèlement possible, avec quand même une limite qu'on verra un peu plus loin, pour représenter le plus fidèlement possible le plus d'opinions. Ça se comprend tout à fait avec l'objectif de la Chambre des sages, qui est de faire ses lois unanimes, principales ou éminentes, puisque le maximum d'opinions permettra d'avoir un consensus, un débat fourni, avec le plus d'opinions possible, le plus d'arguments possible, que tout l'objectif. Ce qui est essentiel dans ce Parlement, c'est de parler, c'est de pouvoir discuter. C'est le principe. Pouvoir discuter, pouvoir confronter les différents avis, les différents arguments, les différentes opinions, les différents points de vue, les différentes visions, les différentes idéologies, on pourrait dire également, en termes de philosophie, en termes de politique, et de rechercher quand même à trouver les meilleures lois, les lois, surtout pour la Chambre des sages, les lois les plus consensuelles, les lois où tous pourraient être d'accord, tous, en tout cas, à l'issue d'un débat, d'une discussion au sein de la Chambre des sages. Pour l'Assemblée nationale, c'est également la proportionnelle nationale à la plus forte moyenne, mais seulement 50%. On viendra après pour le reste, pour les autres 50%. Au moins 50% en tout cas, si c'est un nombre impair, donc du coup c'est pas tout à fait exactement 50%, c'est 50, quelque chose, mais c'est au moins 50%. Pourquoi? Toujours la même chose pour représenter le plus d'opinions, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'est un scrutin proportionnel plurinominal ou représentation proportionnelle à scrutin de liste, RPSL, c'est plus court quand même quand on l'inscrit comme ça, RPSL. Et un scrutin proportionnel plurinominal, qui plus est à la plus forte moyenne, et en fait selon la méthode de Jefferson. Alors, comment ça se passe? Pour savoir, les personnes votent du coup d'abord pour des listes, pour une liste, en fait ils choisissent une liste parmi l'ensemble des listes qui candidatent, et le mettent dans l'enveloppe. Qu'est-ce qui se passe après? Comment sont répartis les sièges quand on a ensuite tous les résultats, le nombre de pourcentage de votes pour chaque liste? Alors il faut calculer le quotient électoral, donc QE. Le quotient électoral, c'est le nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges. C'est-à-dire c'est le nombre de suffrages que doit obtenir une liste pour avoir un siège. Ou autrement dit, c'est le nombre de suffrages qui correspond exactement à un siège. Et donc c'est pour ça qu'il y a les suffrages exprimés, car évidemment on ne parle que des suffrages exprimés. D'ailleurs ce serait un peu étrange de compter les bulletins blancs, car attribuer des sièges blancs, à qui serait-il? On pourrait dire, il faudrait remettre en jeu ces sièges blancs tant qu'ils ne sont pas tous donnés. Mais si on faisait ça, ça ferait beaucoup d'élections à la suite, et ça n'en finirait jamais. En plus, faire ceci serait un peu étrange déjà de base, et on peut imaginer qu'il reste toujours une proportion de blancs, et qu'au final il restera toujours à la fin quand même quelques personnes, ou des personnes, peut-être même les mêmes, qui auront toujours voté blanc. Même si on imagine que les listes qui se sont présentées au premier scrutin ne pourront pas se présenter au scrutin suivant pour attribuer les sièges blancs, et les deux premiers scrutins, les listes qui se sont présentées aux deux premiers scrutins ne pourront pas non plus au troisième, etc., etc. Il n'y a pas que l'organisation serait complètement folle, d'un point de vue théorique, c'est compliqué à faire entrer dans une théorie politique. On pourrait imaginer aussi que les votes blancs, pour en tout cas un scrutin proportionnel, puissent du coup être des sièges où ils seraient en fait donnés, ils seraient en fait distribués par le tirage au sort. Ces personnes-là ont refusé toutes les listes, et donc ce sera le tirage au sort qui décidera qui aura ces sièges.
Mais là, ça pose un autre problème, et peut-être un problème encore plus important, il faut voir, c'est que le tirage au sort va désigner au hasard, peut-être de manière représentative, pour très peu de sièges, la représentativité est moindre, hein, vous en conviendrez, c'est de la statistique. Ça, c'est un problème, et l'autre problème, c'est que, même si c'était représentatif, il y aurait beaucoup de personnes, en fait, qui, parmi ces personnes tirées au sort, seraient en fait des membres, des soutiens, des partisans, des personnes qui ont voté, qui ont adhéré au projet des autres listes qui étaient là, en fait, au premier scrutin. Ce qui est donc un peu bizarre. Quelle est la valeur du scrutin du vote blanc, si après, par le tirage au sort, votre vote blanc se transforme en fait en un vote par le hasard, du coup défini par le hasard, pour telle liste. Donc le vote blanc n'est pas pris en compte. Si vous avez des arguments favorables à une prise en compte favorable, ou intéressante en tout cas, du vote blanc pour les scrutins proportionnels, vous pouvez en discuter dans les commentaires et le proposer, je serais très heureux, et tout le monde sera très heureux je pense, d'avoir vos avis, sur cette question, car je ne vois pas comment on pourrait intégrer le vote blanc dans un scrutin proportionnel plurinominal. On pourrait imaginer que le vote blanc soit majoritaire, et qu'à partir du moment où il serait majoritaire, majorité à 50% ou majorité simple, à partir du moment où il sera majoritaire, il invaliderait l'élection. Ce qui poserait des problèmes d'absence d'élection, car l'absence d'une élection de législateur, c'est en fait garder les anciennes personnes élues, jusqu'à temps qu'on n'ait pas décidé autre chose. C'est donc, en quelque sorte, voter au moins pour un temps, pour ceux qui ont déjà été élus. Et c'est un autre problème. Mais le débat sur le vote blanc est très intéressant, et je vous invite à en discuter entre vous dans les commentaires et ailleurs, bien sûr. Donc, quotient électoral, nombre de suffrages exprimés, pas les blancs, tous les suffrages pour les listes, divisé par le nombre de sièges. Alors comment on fait pour répartir les sièges? Alors c'est par un quota de liste, alors je vous mets tout de suite à l'écran la formule magique, on dirait une potion, le calcul de ce quota. Ce quota, c'est donc un quota qui nous permet de savoir combien de sièges attribués en première partie, avant l'attribution des sièges vacants, à chaque liste. Et donc c'est le nombre de voix de la liste divisé par le quotient électoral. Autrement dit, le quotient électoral nous permet de savoir le nombre de voix qu'il faut pour avoir un siège. En divisant le nombre de voix par ce quotient, on sait à combien de sièges correspond le nombre de voix de la liste. Donc c'est le nombre de voix de la liste divisé par quotient électoral. Si du coup on veut juste regrouper le quotient électoral, on le remet dedans, dans cette équation, dans ce calcul. Ça nous donne le nombre de voix, fois le nombre de sièges, divisé par les suffrages exprimés. Si vous n'étiez pas trop mauvais en mathématiques, vous comprenez pourquoi, vous pouvez le poser. Divisé par quelque chose, c'est multiplié par son inverse. Donc voilà, pour calculer le quota, et c'est ce qu'on fera après avec un exemple, on prend le nombre de voix, multiplié par le nombre de sièges, divisé par le nombre de suffrages exprimés. Et donc c'est comme ça qu'on va répartir. D'abord, répartition au quotient électoral, c'est-à-dire avec le quota de liste, c'est-à-dire ce que je viens de dire. Voix fois siège divisé par suffrage exprimé. Puis ensuite, on va répartir les sièges vacants. Et pour ça, il faut diviser le nombre de voix de chaque liste, donc voix, VOX, par le nombre de sièges déjà obtenus par la liste, évidemment, liste par liste, auquel on ajoute un siège fictif. Et en fait, on va prendre, comme le nom l'indique, la plus forte moyenne obtenue en faisant en fait cette moyenne qui correspond à la plus forte moyenne de voix par siège. Bon, prenons un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Donc exemple de RPSL, représentation proportionnelle à scrutin de liste, à la plus forte moyenne avec la méthode de Jefferson. Alors on va prendre, si on prend en fait au moins la moitié des députés à l'Assemblée nationale, du coup ça fait 289 sièges à pourvoir. On prend les chiffres actuels, il y a 577 députés. On divise par 2, ça fait 288,5. Évidemment, on va pas mettre des demi-sièges, ça n'aura aucun sens, donc ça fait 289 sièges à pourvoir, et les autres 50%, en fait, ce sera 288 sièges à pourvoir autrement. Et donc, allons-y, on imagine qu'il y a 100 000 suffrages exprimés pour simplifier, évidemment c'est peu, mais ça simplifie le calcul ensuite, c'est qu'un exemple après tout, et on imagine, voilà, 5 options, 5 listes, options A, B, C, D et E. Ici on voit les voix, du coup en pourcentage. 24%, bon, évidemment, c'est du coup 24 000 suffrages, 24 000 voix pour l'option A. C'est encore une fois simplifié, parce que dans la réalité, ça tombe jamais tout pile, sur 24 000, c'est 24 693, par exemple. Mais là, c'est pour simplifier les calculs.
Donc 24 000 pour l'option A, 16 000 pour l'option B, 29 000 pour l'option C, 4 000 pour l'option D et 27 000 pour l'option E. Ou 24%, 16%, 29%, 4% et 27%. Alors maintenant on fait tous les calculs. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Le gris à droite avec marqué 288, c'est du coup les sièges qu'il reste à pourvoir pour faire une assemblée complète. Et les 289 qu'on a pourvus, ils sont à gauche. Donc option A 70, option B 46 sièges, option C 84, option D 11 sièges et option E 78 sièges. Comment est-ce qu'on a calculé? On a fait d'abord le quota pour chaque liste. Donc 289, le nombre de sièges à pourvoir, multiplié par le nombre de voix. 24 000 pour l'option A, 16 000 pour l'option B, etc., etc. Et on divise tout ça par le nombre de suffrages exprimés, soit 100 000. On fait ça du coup 5 fois puisqu'il y a 5 listes, et ça nous donne les résultats. Je l'ai fait avant l'épisode. 69,36 pour l'option A, 46,24 pour l'option B, 83,81 pour l'option C, 11,56 pour l'option D, et 78,03, j'ai arrondi bien sûr au centième pour que ce soit plus lisible, parce que ça n'a aucun intérêt de dire trop de chiffres après la virgule, pour du coup l'option E. J'ai pas fini ma phrase. Donc 69, 46, on prend juste les unités, 69 sièges pour l'option A, vous avez vu qu'à droite il y a 70, donc il a obtenu un siège, en plus, 46 pour l'option B, 83 pour l'option C, donc on voit qu'il y a eu obtention d'un autre siège, 11 pour l'option D, 78 pour l'option E. Si vous faites le calcul de ces 69, 46, 83, 11 et 78, vous additionnez tout, vous faites la somme, ça vous donne 287 sièges qui ont été pourvus. Il reste 2 sièges à pourvoir sur les sièges vacants, et donc, comment est-ce qu'on calcule? On calcule un siège vacant par un siège vacant. Donc répartition du premier siège vacant. On fait le nombre de suffrages qu'a reçu une liste, donc 24 000 pour l'option A, divisé par le nombre de sièges déjà obtenus, c'est-à-dire 69, auquel on ajoute un siège fictif, donc plus 1. On fait ça ensuite pour tous les autres, pour toutes les listes, option B, je vais pas faire toutes, mais imaginez l'option B, du coup 16 000 divisé par 46 plus 1, donc divisé par 47. On fait le calcul, et on prend la plus forte moyenne obtenue. Pour l'option A, on obtient 342,86, pour l'option B, 340,43, pour l'option C, 345,24, pour l'option C, 333,33, et pour l'option E, 341,77. La plus forte moyenne, c'est l'option C, qui du coup va gagner un siège en plus, donc de 83 à 84. C'est pour ça qu'il y a 84 sur l'hémicycle à l'écran. Alors, l'option C n'a du coup pas gagné 2 sièges, on a gagné qu'un seul, parce qu'on va répartir maintenant le deuxième siège avec la même méthode, sauf que là, du coup, c'est les mêmes calculs, sauf pour l'option C. L'option C, au lieu de faire 83 plus 1, le siège fictif, maintenant, il y a 84, puisqu'elle a reçu, cette option C, cette liste a reçu un siège en plus. Donc on fait plus 29 000 divisé par 83 plus 1, donc divisé par 84, mais 29 000 divisé par 84 plus 1, donc divisé par 85. Ce qui nous donne 341,18. Ce qui est moins que tout à l'heure, l'option A, qui est donc à une plus forte moyenne de 342,86, et c'est pour ça que l'option A obtient un siège en plus et passe de 69 à 70. On a réussi à pourvoir tous nos sièges. Et on l'a fait selon la méthode de Jefferson, donc à la plus forte moyenne sur la méthode de Jefferson. Il nous reste maintenant les 288 autres sièges à pourvoir. Pourquoi? Eh bien parce que, pour moi, il faut qu'il y ait également 50% des sièges, pas au moins. En fait, c'est, s'il doit y avoir un siège en plus par méthode, c'est d'abord la proportionnelle, car la proportionnelle est plus importante, puisqu'elle permet une représentation des opinions. 50% du coup ici par circonscription, donc un siège par circonscription. Il y aurait donc, sauf si on augmente le nombre de sièges à l'Assemblée nationale, il y aurait donc, dans cette France hypothétique avec ce régime, il y aurait donc des circonscriptions plus grandes. Mais ces circonscriptions doivent, tout comme c'est le cas actuellement, être démographiquement similaires, et ne pas changer non plus trop souvent, et tout un tas d'autres obligations légales. Démographiquement similaires, notamment, et c'est même un critère
important en nombre d'habitants. Alors cette élection se ferait du coup par circonscription pour un seul siège, donc pour un candidat. Il faudrait élire dans chaque circonscription un candidat, un député. Selon quelle méthode? Actuellement en France, pour les députés, c'est le scrutin uninominal à 2 tours. C'est-à-dire qu'on vote pour une personne, bon ce sera toujours le cas, et ça se fait à 2 tours. Scrutin uninominal, et j'ai oublié de préciser majoritaire à 2 tours. Donc, la personne majoritaire au premier tour, si c'est majoritaire à 50%, c'est directement élu. Si c'est moins de 50%, deuxième tour, et celui qui obtient le plus de voix gagne. Là, ce serait pas pareil. Pour moi, c'est le système de Borda, et j'ai précisé modifié entre parenthèses, puisque ce n'est pas exactement le même que celui proposé par le chevalier de Borda, Jean-Charles, je crois, de son prénom, donc le système de Borda, qui est donc modifié, on verra tout de suite après ce que c'est. Alors pourquoi c'est 50%? Pour que des personnes apartisanes puissent se présenter. Ça permet du coup, à l'Assemblée nationale, d'élire des personnalités particulières, des personnalités particulièrement appréciées par exemple, avec une éloquence particulière, mais qui veulent rester apartisans, donc en dehors des partis. Également, il y a un autre avantage, ça permet, et c'est important, en fait surtout et seulement à l'Assemblée nationale, pas vraiment à la Chambre des sages, qui a un autre rôle, mais c'est important de favoriser un parti via ce type d'élection, pour qu'il y ait une majorité qui se dégage un peu plus, qui soit plus facile à former à l'Assemblée nationale pour ensuite avoir un gouvernement plus stable. En tout cas, que la majorité ne change pas trop, ce soit pas trop compliqué après. Donc pour avoir un parti majoritaire plus fort, et également avec le système de Borda, ça favorise les positions les plus consensuelles, qui clivent le moins. Ça permet du coup d'avoir un parti majoritaire plus fort, et qui, normalement, serait également le parti le plus consensuel, c'est-à-dire qui déçoit le moins de personnes, et qui, parmi toutes les personnes qu'elle déçoit le moins possible. Voilà. C'est en tout cas la position la plus consensuelle. Ce qui m'a convaincu, pour ce système de vote, pas forcément pour les mêmes, pas pour l'ensemble du régime politique préconisé, ou ce genre de choses, ce qui m'a convaincu, c'est cette vidéo de Tzimit, c'est un peu difficile à dire, Tzimit ou Esprit critique, dans son trait d'esprit numéro 13, sur le meilleur système de vote, entre parenthèses, et pourquoi c'est une mauvaise question. Cette vidéo qui m'a convaincu, et du coup, je vous mets juste au-dessus une petite fiche, vous cliquez dessus, et vous irez directement sur cette vidéo de Tzimit. Ne cliquez pas sur l'écran à l'endroit de la vidéo, ça ne fera rien du tout. Ça sert à rien de cliquer sur la miniature. Je mettrai également en fin de vidéo, sur les propositions qui, en fin de vidéo, vous savez, vous les connaissez, c'est les propositions qui, là, on peut cliquer directement sur l'écran, je mettrai également un lien vers cette vidéo-là. Et également un en description, comme ça, vous ne la manquerez pas. Elle est assez longue, elle fait 52 minutes et quelques, je crois. Mais elle est très bien, et moi, elle m'a convaincu, en tout cas sur le système de Borda, même si je ne suis pas un très grand mathématicien, je suis pas excellent en mathématiques, loin de là, j'ai compris tout à fait la différence entre les systèmes présentés, et je suis maintenant convaincu que lorsqu'on veut prendre, en tout cas une décision ou élire une personne, et pas donc la proportionnelle, le mieux c'est le système de Borda, et modifié. On va donner un exemple très rapide tout de suite, comment ça se passerait avec 2 bulletins. Voici le premier bulletin. En fait, avec le système de Borda, il faut classer, par ordre de préférence, les options, donc les candidats. Imaginons du coup option C, option A et option B dans cet ordre-là. Et les points sont attribués en fonction de la position. Celui qui a le plus haut, il a le plus haut nombre de points, 3 points puisqu'il y a 3 candidats, 2 points pour la personne suivante et 1 point pour l'autre. Tous ces points, avec tous les bulletins de tous ceux qui élisent, de tous les électeurs, donnera un nombre de points pour chaque candidat, et la personne qui sera élue sera la personne qui aura eu le plus de points. Mais, pourquoi modifier? Parce que, dans le système de Borda initial, non modifié, si vous mettez juste option C en haut, et qu'il y a bien 3 candidats à l'élection, l'option C gagnerait 3 points, mais il faut le modifier, c'est mieux, en disant que par exemple ici, un autre bulletin, l'option A, la personne a marqué juste l'option A, avec, du coup, non pas 3 points, mais 1 point. C'est-à-dire que plus vous classez, plus vous notez de candidats, plus le premier aura de points. Si vous avez 10 candidats, si vous en écrivez 8 sur votre bulletin, vous les classez, les 8, le premier aura 8 points. Et ensuite, dégressif, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous n'en mettez qu'un, pour dire, je donnerai comme ça aucun point aux autres, c'est pas
une bonne solution, puisque vous donnerez du coup à votre candidat un seul point. Ce n'est pas forcément le plus intelligent, car une personne qui a reçu de tous ses électeurs un seul point aura normalement peu de chances d'être élue avec ce système de Borda modifié. C'est pas très compliqué à comprendre, c'était très bien expliqué dans la vidéo de Tidimid. Donc voilà, on sait comment élire les députés et les sages de la Chambre des sages. Mais pour ce qui est des proportionnels, faut-il un seuil électoral? Pour moi, il en faut un. Alors qu'est-ce que c'est qu'un seuil électoral? C'est un seuil au-dessous duquel votre liste ne recevra aucun siège. Elle sera elle disparaîtra entre guillemets, elle ne sera pas prise en compte dans tous les calculs. Comme si les suffrages étaient blancs, nuls, comme s'il n'y avait pas de suffrage exprimé en faveur de votre liste parce que vous n'avez pas atteint un tel seuil, ce seuil électoral. Pourquoi en mettre un? Quand on en met un, ça réduit la représentativité de la proportionnelle, de l'élection à la proportionnelle. Mais l'avantage, c'est que ça évite la fragmentation du paysage politique. Pourquoi ça? Car ça force du coup les candidats, les listes, plutôt même, les partis du coup, à se rassembler. Et en se rassemblant, ils devraient faire du coup de meilleurs scores. Ça évite l'émiettement. Et c'est plutôt salutaire tant que ce n'est pas excessif. Ça évite que le citoyen, même intéressé par les questions politiques, soit perdu par des dizaines et des dizaines, des centaines de listes. Actuellement, il y a déjà un seuil électoral, par exemple, actuellement, moi je vous parle, pour les élections au Parlement européen. Pour moi, il devrait être du coup existant pour éviter la fragmentation du paysage politique, parce que même avec un seuil électoral plus élevé que celui que je vous propose ici, donc 4%, il y a quand même eu, je crois, une trentaine de listes pour les dernières élections au Parlement européen qui se sont déroulées en 2019, je crois. Bref, un seuil électoral pour éviter la fragmentation du paysage politique, oui, mais très faible, 4%. Voilà, on pourrait discuter 3%, 4%, 5%. 4%, il faut imaginer que si, c'est une hypothèse très peu probable, si toutes les listes qui ont réussi à dépasser le seuil ont eu tout pile 4%, bah ça ferait 25 listes, 25 partis qui accéderaient aux chambres. 25 partis différents maximum. Ce qui est déjà beaucoup, et ce qui ne veut pas dire que du coup il y aurait 25 partis maximum qui se présenteraient. Il y en aurait évidemment beaucoup plus que 25. Mais on peut imaginer que même s'il y a ce solde, et surtout parce qu'il y a ce solde de 4%, on n'ira pas jusqu'à plus de 40, déjà que 30 c'est beaucoup, plus de 40 listes différentes aux élections. C'est l'écueil en fait des proportionnels. J'aimerais revenir rapidement sur le système de Borda modifié. Certains pourraient dire, ça peut s'appliquer en fait pour les proportionnels, pourquoi pas le faire pour les proportionnels? On peut ensuite, une fois que tous les points sont attribués, on peut dire attribuer des sièges en fonction de ces points-là, qui sont comme des suffrages. Alors c'est intéressant, c'est même intelligent de penser ça, mais en fait il y a un gros problème si on fait ça, c'est qu'on ne peut pas faire un système de Borda à la proportionnelle. Il faut qu'il y ait une seule liste qui soit choisie. Il faut que les électeurs ne puissent choisir qu'une seule liste. Sinon, toute parti aurait intérêt à multiplier les listes. Car ainsi, en multipliant les listes, ils multiplieraient le pourcentage de personnes qui seraient élues. Vous voyez l'idée? Comme les gens votent pour plusieurs listes, ils mettraient toutes ces listes à la suite, ces 40 listes du parti, à la suite, pour que le parti, du coup, ait un maximum de points, et ait plein de monde qui puisse ensuite aller au Parlement, ou dans les chambres, puisse être élu dans les chambres. Ce qui évidemment aussi poserait un gros problème, parce que tous les partis commenceraient à faire ça, à allonger, à faire plus de listes, ce qui fragmenterait, émietterait même on pourrait dire, le paysage politique, et ça deviendrait indigeste, et absolument n'importe quoi, il faut le dire, ce serait absolument n'importe quoi. Donc on ne peut pas faire un système de Borda qui débouche sur une répartition proportionnelle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, à moins de mettre des limites, c'est-à-dire de choisir les partis qui candidatent, ce qui est assez difficile d'un point de vue liberté, vous en conviendrez, ou d'autres stratagèmes de ce type, comme mettre des parrainages citoyens ou par des élus ou par quelques personnes que ce soit, pour pouvoir pouvoir présenter une liste. Ce qui poserait un autre problème, puisque du coup les listes les plus influentes, celles qui ont déjà le plus
de pouvoir pourraient du coup avoir des parrainages, répartir tous leurs parrainages citoyens ou quoi que ce soit sur plusieurs listes et donc être de toute façon avantagés par rapport aux petites listes qui auraient déjà du mal en plus à obtenir les parrainages. À moins que vous trouviez une solution, d'ailleurs si vous en trouvez une, ça me ferait très plaisir de l'entendre, parce que ça pourrait être très intéressant d'envisager un système de mandat proportionnel, mais il me semble que c'est une très mauvaise idée de le faire, et je ne vois pas comment résoudre ce problème que je viens de vous énoncer de l'émiettement en fait, c'est pas vraiment un vote stratégique, c'est une présentation stratégique de multiples listes, d'une infinité de listes pour avoir un avantage sur ses concurrents. Voilà, et donc on va passer à une conclusion, on va en fait redire tout ce qui vient de se passer en résumé. La chambre des sages, comment choisir les membres des chambres? Pour la chambre des sages, l'élection par les citoyens actifs, avec éligibilité également des citoyens actifs seulement, seuls les citoyens actifs peuvent être élus. Élection à la proportionnelle nationale à la plus forte moyenne, selon la méthode de Jefferson, avec un seuil électoral, on vient d'en parler, de 4%. Pour l'Assemblée nationale, c'est une élection par les citoyens actifs, avec éligibilité, si actifs seulement, donc seulement les citoyens actifs qui peuvent être élus. C'est la même chose, mais la proportionnelle a seulement 50%, entre parenthèses, au moins, toujours au niveau national, à plus forte moyenne, avec la méthode de Jefferson, et le seuil électoral de 4%. Pour le reste, les à peu près 50% des députés restants, ce serait par circonscription, donc un siège par circonscription, avec un système de borda modifié du coup ici, pourquoi? Pour inciter au classement du maximum de propositions. Pour le conseil scientifique, c'est donc le tirage au sort parmi les personnes exerçant une profession correspondant au domaine scientifique pour lequel elles sont tirées au sort. Maintenant qu'on sait qui sont les législateurs, quels sont leurs pouvoirs, et comment ils obtiennent leur mandat. Vous avez compris, ce sont les épisodes, ce sont les thèmes abordés par les épisodes qu'on a déjà fait, du coup, dont celui-ci, sur le pouvoir législatif. Maintenant qu'on a vu tout ça, avant d'aller plus profondément sur le travail législatif ou ce genre de choses, il faut se demander à quoi sert le gouvernement. Si c'est le pouvoir législatif qui fait les lois, qui en plus l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détermine la politique de la nation, mais que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement? Dans un sens pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne fait rien? Mais dans le sens, que fait-il? À quoi sert-il? Quelle est sa fonction? Eh bien c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, avant de revenir d'autres fois sur le pouvoir législatif quand ce sera nécessaire, quand on parlera notamment de la procédure législative. Donc merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé ce 24e épisode de Parlons Constitution. On se retrouve du coup pour parler du gouvernement, donc du pouvoir exécutif, dans l'épisode 25, donc dans le prochain. C'était Elsker, et à la prochaine!